donner la parole à Camille Chamois qui va présenter le volume collectif Perspectivisme métaphysique. Et merci Arnaud et merci à vous toutes et tous d'être là. Alors effectivement, je vais dire quelques mots d'introduction pour rappeler notamment le passé qui nous a conduit avec Didier Debèze à proposer ce numéro des Annales, qui est sorti il y a un an presque jour pour jour, mais qui en réalité, c'est un peu ça le but de mon intervention aujourd'hui, en réalité est le résultat de discussions qui sont bien plus anciennes et qui remontent à 2019-2020. Ça nous ramène à un temps immémorial. Je voudrais simplement essayer de reconstituer parce que les coordonnées du problème, disons, ont un tout petit peu évolué durant ces 4 années, et donc je voudrais simplement rappeler ça. Alors, je vous rappelle 3 choses que vous connaissez évidemment, mais qui me semblent importantes d'énoncer pour expliquer ce qui nous a amené à parler de métaphysique dans ce cadre-là et de perspectivisme plus spécifiquement. Donc, on se situe en 2019-2020, hein, on se situe à ce moment-là, le premier élément de contexte, c'est 2 ou 3 ans après les mouvements MeToo, c'est-à-dire dans le cadre, en tout cas pour moi et pour Didier aussi, dans le cadre d'une réflexion sur les modalités d'aveuglement et de silenciation de l'expérience des femmes. Donc, au niveau académique, on se situe donc, si vous voulez, dans un cadre où la question des injustices épistémiques qui empêchent, à certains points de vue, d'être reconnus dans leur singularité ou dans leur légitimité, au sein d'un système d'oppression patriarcale, devient un enjeu du débat public général. Donc, je crois que la première exigence théorique qui nous a amené à faire ce numéro consistait à penser une multiplicité de points de vue qui s'affrontent sur un terrain qui n'est pas uniquement un terrain théorique, ça ne relève pas uniquement du débat d'idées, mais qui renvoie à une vraie, disons, politique des formes d'attention ou des formes d'expérience dans leur multiplicité ou leur hétérogénéité. Le deuxième élément de contexte, pour se remettre encore dans le bain de c'était quoi 2019 ou 2020, c'est qu'on est quelques semaines après le meurtre de George Floyd en 2020 et le mouvement Black Lives Matter. Donc on se situe en fait, on s'inscrit collectivement dans une réflexion sur les violences systémiques, en l'occurrence notamment les violences racistes, de l'expérience coloniale et de l'histoire esclavagiste. Et dans ce cadre, ce qui émerge au niveau théorique, c'est la nécessité d'articuler différentes formes d'aveuglement ou différentes formes de silenciation qui ne se recouvrent pas totalement et qui, en se situant à l'intersection les unes des autres, peuvent s'entremêler, voire se télescoper. Donc, je crois que ce qui fait la spécificité de ce moment de la réflexion, c'est qu'on se plaçait pas seulement dans un effort de situation des points de vue, mais plus fondamentalement dans une réflexion sur ce que signifie situer un point de vue, ou ce que signifie un point de vue situé, sitôt qu'on l'aborde de façon un peu intersectionnelle. Et enfin, le troisième élément de contexte, qui était le contexte qui a retardé massivement la publication de cet ouvrage, c'est évidemment l'expérience de la pandémie, qui nous apparaît rétroactivement comme une sorte de grande répétition des conséquences de la catastrophe climatique et du rôle de l'extractivisme capitaliste dans ce processus. Et dans ce cadre-là, ce qui apparaissait, c'était l'importance de remettre au centre de la théorie sociale l'activité des vivants non humains, soit animaux ou végétaux, et l'ensemble des interactions de prédation, de symbiose, etc., qui constituent le système Terre. Et pour cela, il était nécessaire, c'est notre intuition, hein, de se développer d'une théorie du point de vue qui ne reproduit pas les tendances anthropocentriques ou oculométriques ou biocentriques qu'elle charrie habituellement. Donc on en était là dans le contexte, disons, général, pas que académique, mais disons des problèmes intellectuels de l'époque, lorsque je suis moi personnellement tombé sur les travaux de Plunwood, qui commençaient à être traduits en français, je crois que c'est 2020 ou 2021, les travaux de Val Plunwood qui commencent à être traduits à ce moment-là, et qui ont le grand avantage de proposer une articulation entre les luttes sociales et les luttes écologistes, en les envisageant comme autant de luttes contre ce que Plunwood appelle les centrismes. Donc, elle arrive à cruncher ensemble les questions sociales et les questions écologiques, en disant dans tous les cas, le centrisme, selon elle, ça désigne notre incapacité socio-historiquement déterminée à envisager une situation depuis un autre point de vue que celui que nous avons essayé d'ériger en grand ordonnateur de l'expérience collective, et qui, en dernière analyse, hein, selon elle, n'est simplement que l'universalisation, par définition abusive, d'une perspective masculine, blanche, occidentale, humaine, etc. Et ce concept de centrisme,
il permet à Plumwood de se situer à un niveau de généralité où les différentes luttes féministes, antiracistes, écologistes, etc., sont ressaisies à l'aune d'un même pattern, d'un même chaîne conceptuelle, qui est la lutte contre le centrisme et la volonté de décentrement. Bon, et cette approche, elle a pu être discutée depuis, hein, puisque aborder la question sociale par le concept de centrisme, c'est notamment négativement ne pas l'aborder par le concept de capitalisme. Donc depuis, ça a donné lieu à toute une série de polémiques qui ont émaillé les débats contemporains. Je pense notamment à la polémique Malm-Latour sur ces questions-là, mais c'est quelque chose de très actuel. Mais à l'époque, on n'en était pas là, il y a 4 ans, on n'avait pas encore connaissance de tous ces enjeux. Et donc, on s'intéressait à la question des problématiques de décentrement de point de vue, du rôle du centrisme et du rôle du décentrisme, du processus de décentrement, comme étant un enjeu à la fois théorique, politique et même métaphysique. Et c'est dans ce cadre-là qu'on s'est dit, bon, bah, en fait, la question du perspectivisme comme enjeu de changement de point de vue est intéressant. Et deuxièmement, il est aussi intéressant d'aborder par l'angle métaphysique, ce qui m'amène au titre de cet ouvrage, un peu barbare peut-être, mais qui est perspectivisme au pluriel, métaphysique également au pluriel. Alors pourquoi perspectivisme et pourquoi métaphysique? Alors d'une part, perspectivisme, parce que la notion de perspectivisme désigne des élaborations conceptuelles qui placent au cœur de leurs préoccupations l'idée d'une pluralité de perspectives et qui analysent les processus de décentrement qui sont à l'œuvre dans cette pluralité. Donc si on considère que le centrisme est un problème sociopolitique fondamental, le perspectivisme apparaît plus ou moins naturellement comme son envers, c'est-à-dire comme un gabarit conceptuel dont le but est de systématiquement se focaliser sur le décentrement ou sur une autre perspective. Or, il en existe un certain nombre dans l'histoire de la philosophie occidentale, et donc le but premier de cet ouvrage est de présenter divers modèles qu'on a pu qualifier de perspectivistes, de Leibniz à Donna Haraway, pour décrire à chaque fois la manière dont la pluralité des points de vue était envisagée, la manière dont le processus de décentrement était envisagé dans chacun de ces cas. Ça, c'est pour la version perspectivisme du titre. Et l'autre enjeu, puisque bon, je fais une intro quand même très sociopolitique, alors on pourrait dire pourquoi métaphysique à ce moment-là? Pourquoi ne pas traiter de questions sociopolitiques? Parce qu'à partir du moment où on revendique un processus de décentrement, il nous a semblé qu'il était nécessaire de préciser de quel type de décentrement il s'agit. Les différents points de vue, est-ce qu'on peut les considérer comme transparents les uns aux autres? Est-ce qu'on peut les considérer comme commensurables les uns aux autres? Est-ce qu'on pense le décentrement, quand on dit décentrement, en termes d'adoption d'un autre point de vue, en termes de transformation de son propre point de vue, en termes de subvention de différents autres points de vue? Quels sont les schèmes, quels sont les patterns, quelle est, disons, la logique qui permet d'encadrer cette notion même de décentrement? Bon, et c'est dans ce cadre-là qu'on a proposé une réflexion sur la pluralité des schèmes logiques qui permettent de décrire les relations entre les points de vue à un niveau, disons, suffisamment abstrait ou suffisamment formel pour pouvoir être qualifié de métaphysique et se détachant ainsi de l'empírie des situations à l'écrit. Donc, du coup, c'est pour ça qu'on présente un numéro qui s'appelle « Les perspectivismes métaphysiques au pluriel », donc le pluriel est important, c'est-à-dire une analyse des modèles théoriques qui décrivent ou analysent les interactions entre différents points de vue selon des schèmes ou des modalités de hiérarchisation qui sont différents. Et on s'inscrit, bon, je pense que c'est quand même important de le rappeler, avec ce numéro, dans une série d'autres volumes qui ont déjà animé en fait, ce travail. Je pense au volume de Benoît Timmermans, qui travaillait aussi déjà sur des problématiques proches, celui de Quentin Landenne aussi, qui est paru il y a quelques années. Donc voilà pour le projet global. Et je dis simplement un mot sur le contenu, ensuite je passerai la parole à mes camarades. Pour mener à bien ce projet, notre pari donc avec Didier Debès, c'était un double pari. C'était d'une part qu'on pouvait chercher dans l'histoire de la philosophie occidentale des patterns qui nous semblaient particulièrement riches et particulièrement opérants pour penser ces processus de décentrement. Vous pouvez les chercher ailleurs, mais c'est dit qu'en fait, dans l'histoire de la philosophie occidentale, on avait une richesse qui nous permettait en fait d'y puiser. Donc en fait, c'est pour ça que les auteurs et les autrices de ce numéro sont des spécialistes de Nietzsche, des spécialistes de Leibniz, des spécialistes de Nicolas Luhmann, des spécialistes de Deleuze, etc. Ça, c'est le premier pari. Et le deuxième pari, c'est qu'on a cherché à ouvrir autant que possible le champ, disons, sous-disciplinaire, c'est-à-dire ne pas se cantonner à un domaine ou à une tradition philosophique particulière, mais à avoir un rapport très œcuménique sur les sous-dimensions de la philosophie qui nous intéressait. C'est ça que vous trouvez dans ce volume
autant des analyses des modèles symbiotiques en biologie que des questions d'algèbre appliquée. Donc en fait, ça brasse très large au niveau du schème de décentrement qui va être modifié à chaque fois. Donc voilà, la manière dont ça nous est venu, cette idée de travailler sur les modèles perspectivistes au pluriel, pourquoi l'avoir présenté de manière métaphysique, pourquoi avoir fait appel à des historiennes et des historiens de la philosophie essentiellement, et en quel sens est-ce que ça nous permet à l'horizon d'avoir un enjeu qui déborde le cadre strictement académique et qui est un enjeu sociopolitique général. Voilà, vous avez quelques mots de tout début d'introduction que je voulais formuler avant de passer peut-être la parole. Merci. Alors moi, je vais essayer de vous présenter ma contribution sur Nietzsche, sur le perspectivisme de Nietzsche que je fais au volume. C'est pas facile de le faire en 10 minutes. Je vais essayer de dégager le plus clairement possible la logique de décentrement qui est celle de Nietzsche, ou du moins qui est celle que j'essaie de présenter comme étant celle de Nietzsche dans le texte, puisqu'on a parlé de décentrement et de logique de décentrement. Et ce qui est évident, c'est qu'il peut y avoir diverses manières de présenter ce décentrement. Alors, il y a un passage dans Nietzsche, dans la généalogie de la morale, quand on dit perspectivisme, le lecteur de Nietzsche, généralement, il pense à un passage, qui est un passage de la généalogie de la morale, le paragraphe 12 du livre 2, où Nietzsche dit « Il n'y a qu'un voir en perspective, qu'un connaître en perspective. Plus nous laissons d'affect prendre la parole au sujet d'une chose, plus nous savons donner Dieu différent pour cette même chose, et plus notre concept de cette chose, notre objectivité entre guillemets, seront complets. » Alors, ce passage-là, c'est le passage auquel j'ai pensé directement quand j'ai reçu un petit peu la demande de Camille de faire le texte. Et je me suis directement trouvé devant un problème, puisque ça me donnait l'impression d'une description extrêmement consensuelle de ce que pouvait être le perspectivisme, à savoir une sorte de mouvement giratoire ou de multiplication des points de vue autour d'un objet fixe. Et puis, donc, une description qui pourrait amener éventuellement à quelque chose d'assez éloigné de la philosophie de Nietzsche par ailleurs, puisqu'on aurait l'impression d'une tendance à l'objectivité. Au plus on aurait de perspectives, au plus on tournerait autour de quelque chose, au plus on serait objectif, ne fût-ce qu'asymptotiquement. Et puis, le deuxième problème qui m'est apparu, c'est un risque de tomber dans une forme de lieu commun, à savoir d'écrire un article où je dirais ouais, en fait, il faut multiplier les perspectives et ça, on sera plus objectif. Voilà. Et donc, c'était un petit peu un challenge de recevoir la demande de Camille, puisque moi, je ne m'étais pas arrêté sur la notion de perspectivisme dans mon travail personnel comme porte d'entrée sur Nietzsche. Alors, l'optique que je me suis proposé d'adopter, c'est de certes présenter le perspectivisme de Nietzsche comme une sorte de théorie du mouvement. Donc ça, c'est un axe central, voilà, un mouvement de décentrement, mais un mouvement d'un autre type, pas un mouvement de type giratoire, comme je viens de le présenter. Alors, ce serait quoi ce mouvement d'un autre type? Ce serait un mouvement qui serait toujours sous-tendu par une transformation. Donc, ce sera un mouvement éventuellement spatial, et il arrive à Nietzsche de le présenter comme ça, mais qui est toujours accompagné d'une transformation. C'est un mouvement qui s'inscrit toujours dans une durée, avant tout, plutôt que peut-être dans un espace. Et puis, c'est un mouvement, la troisième caractéristique, qui entretient une relation étroite avec nos conditions d'existence et qui exige une sorte de médiation, un passage par un remaniement de nos relations avec nos conditions d'existence. Donc, c'est un peu, voilà, de manière très abstraite, les trois caractéristiques que j'ai essayé de dégager. Alors, pour le voir plus concrètement, il faut préciser encore une chose chez Nietzsche, c'est qu'il n'y a pas vraiment une théorie perspectiviste chez Nietzsche, même s'il utilise parfois le terme qui est arrêté. Donc, parler du perspectivisme de Nietzsche, c'est toujours un peu de l'ordre de la reconstruction après coup. C'est essayer de mettre ensemble une série d'approches, une série de thématiques. Alors, il y a notamment deux sens auxquels on peut parler de perspectivisme chez Nietzsche. Un premier sens, ce serait le perspectivisme comme une théorie du réel. Le réel est fait d'un certain nombre de perspectives en lutte, en relation les unes avec les autres. Et puis, il y a un deuxième sens, c'est le sens du perspectivisme comme une sorte de méthode ou une pratique philosophique, une pratique de pensée. Là, voilà, il s'agirait de jouer des perspectives pour
arriver éventuellement au décentrement dont Camille parlait. Et donc, dans mon texte, il y a deux grandes parties. Une partie où j'aborde plutôt la question du perspectivisme comme pensée du réel, et une partie où j'aborde plutôt la question comme méthode. Et alors, il y a le problème de la relation entre les deux parties, qui est, je pense, encore un des points aveugles. Je n'ai pas vraiment de réponse entre les deux, donc je pense que ça pourrait être un point de discussion éventuellement, peut-être aussi avec les autres interventions. Alors, je vais faire brièvement les deux aspects. Le perspectivisme comme pensée du réel, ça, j'essaie de reconstruire un petit peu les opérations par lesquelles Nietzsche passe pour y arriver, à cette conception du réel comme perspectivisme. J'essaie de montrer que c'est le résultat chez lui d'une double opération au sujet de nos conditions d'expérience. Donc, on peut dire qu'il reprend la question des conditions de l'expérience, qui est un problème philosophique qui le précède, et il fait une double opération, à savoir, premièrement, il fait une naturalisation de la question de nos conditions d'expérience, et il dit, en fait, l'interprétation est une condition de possibilité de la vie organique, donc la fabrication de perspectives est une condition de possibilité de toute vie naturelle, de toute vie organique. Tout vivant, en fait, doit produire des perspectives sur ces conditions d'existence pour pouvoir vivre. Et donc, si le perspectivisme est une sorte de philosophie plausible, c'est bien parce qu'il y a du vivant et que le vivant doit produire des perspectives. Donc ça, c'est un premier geste, la naturalisation, qui m'amenait à une première définition de la perspective que je dois retrouver. Pam, pam, pam. Donc une première définition de la perspective comme une résultante ou une expression de l'évaluation d'une série de conditions d'existence dans le cadre des rapports entre un vivant et son environnement. Ça n'a l'air de rien, mais j'étais très fier quand j'ai trouvé cette définition de perspective. Voilà. Et donc, deuxième opération à partir de la question de nos conditions d'expérience, en plus de la naturalisation, c'est une historicisation. C'est que bien sûr, les vivants produisent des perspectives, mais en plus, évidemment, nos perspectives, elles sont toujours produites dans le cadre de la vie en communauté, en société. Toutes les communautés doivent elles-mêmes produire des perspectives sur leurs conditions d'existence pour fixer les valeurs qui leur importent, etc. Perspectives qu'elles impriment par la suite à leurs membres. Et donc, nos perspectives sont le produit d'une histoire et donc sont, entre autres, très fort marquées par les rapports de force qui prévalent au sein d'une communauté. Et donc, je suis arrivé à une deuxième définition, cette fois-ci que j'ai empruntée à un monsieur qui s'appelle Cox, qui définit une perspective comme non pas un point de vue privé, mais un système d'évaluation publique qui assemble, sélectionne, organise et hiérarchise les apparences jugées utiles pour les fins et les projets qui lui sont propres. Donc voilà, j'étais très content. J'ai trouvé ces deux définitions. Donc, la perspective comme expression résultante d'une relation avec un milieu et la perspective comme système public d'assignation de valeur. Dire que ces deux définitions se recoupent et se complètent. Alors évidemment, une fois que Nietzsche a mis en avant cette importance de la perspective, il ne s'arrête pas là, puisque l'idée c'est de produire une théorie du réel, et pas seulement de parler de nos perspectives à nous en tant qu'humains ou même en tant qu'êtres vivants. Il a l'ambition d'en faire vraiment une théorie du réel dans la plus grande généralité possible. Et donc, pour ça, il passe par d'abord une relativisation de l'importance de notre conscience, à savoir qu'il présente notre conscience comme étant une perspective, certes, notre conscience, bien évidemment, c'est une perspective, mais c'est aussi une expression, un signe d'un travail interprétatif qui se fait à l'intersection du corps, de l'environnement et de la communauté. Et donc, quand nous réalisons un acte, quand nous réalisons un mouvement, quand nous agissons, puisqu'on parlait de mouvement tout à l'heure, et je disais que j'allais essayer de présenter la perspective comme une question de mouvement, la conscience n'est pas la cause du mouvement, comme on pourrait le penser dans une théorie de l'intention d'un sujet qui a une intention ensuite faire un mouvement correspondant à son intention, mais la conscience fait déjà partie du mouvement. Donc la perspective, c'est toujours en fait un mouvement, et la conscience, c'est toujours l'expression, l'extériorisation, la résultante d'un état du corps, et donc d'un mouvement de ce corps. Alors si c'est important, c'est qu'ensuite Nietzsche étend ça au réel, et qui lui propose de penser tout mouvement, tout événement, toute transformation comme une résultante, comme une expression, une extériorisation de relations de perspective. Donc il étend ce modèle
du travail perspectiviste du vivant et de l'être humain à l'ensemble du réel. Et donc, il propose que tout événement que nous avons l'habitude de penser sous le mode de la causalité ou sous le mode de la finalité doit être pensé en réalité comme une résultante, une expression du croisement, de l'interaction de différentes perspectives en lutte. Donc ça, c'était pour la partie théorie du réel. Alors, je vais aller très vite sur la question de la méthode. J'ai déjà cité ce texte où Nietzsche parle de multiplier les points de vue, qui ne me satisfaisaient pas tout à fait. Et donc, j'ai choisi deux autres types de textes dans lesquels il présente le travail philosophique, là encore comme un mouvement. Alors, je vais vous en citer un où on voit que le perspectivisme, alors, prend un tout autre sens que le fait de tourner autour d'une chose pour compléter les points de vue. C'est un texte du Gai Savoir, le paragraphe 366, qui s'appelle « Le voyageur parle ». Donc, on peut penser au travail perspectiviste comme un voyage. Pour considérer notre moralité européenne de loin, donc on est dans le décentrement là, pour la mesurer à l'aune d'autres moralités antérieures ou à venir, il faut faire ce que fait un voyageur qui veut connaître la hauteur des tours d'une ville. Pour ce, il quitte la ville. Des pensées sur les préjugés moraux, si l'on ne veut pas qu'elles soient des préjugés sur des préjugés, présupposent une localisation à l'extérieur de la morale. Donc là encore, on a une sortie. À l'extérieur de la morale, quelque part de là bien et mal vers lequel il faut monter, grimper, voler. Donc là encore des types de mouvements. Et dans la situation présente, en tout cas, un par-delà notre bien et mal, une liberté à l'égard de toute Europe, celle-ci étant entendue comme une somme de jugements de valeur qui commandent et qui sont passés en nous pour devenir père et sang. Donc voilà un autre type de mouvement que j'essaye de mettre en évidence dans le texte comme étant le mouvement perspectiviste, qui serait un mouvement de départ, un mouvement d'éloignement qui permettrait d'appréhender plus justement les valeurs par rapport auxquelles on cherche éventuellement à se décentrer. Alors, le dernier point, pour ne pas faire trop long, il y aura encore beaucoup de choses à dire, mais le dernier point, c'est que, de même que la question des conditions est importante du point de vue de la théorie du réel, ce que j'essaie de montrer, c'est que la question des conditions est importante aussi du point de vue pratique, dans la mesure où le perspectivisme, ce n'est pas quelque chose de fermé, ah ben oui, je suis dans ma perspective, ah ben oui, je prends une autre perspective, etc. C'est quelque chose qui nécessite pour Nietzsche d'être en relation avec notre extériorité. Et donc, j'essaie de montrer qu'il ne peut y avoir décentrement, il ne peut y avoir mouvement, il ne peut y avoir voyage au sens de Nietzsche que si on se saisit d'une série de médiations pour problématiser en réalité notre rapport au réel. Et ces médiations, ce sont précisément des éléments empiriques. Donc, il invoque la question des sciences naturelles, l'importance des sciences naturelles. Il invoque l'importance de l'histoire, de l'étude de l'histoire, de ce qui s'est réellement déroulé. Non pas parce que ces éléments auraient une valeur en eux-mêmes, parce que ce seraient des faits, on sera en contradiction avec le perspectivisme, mais parce que ce n'est qu'en s'appuyant sur des médiations extérieures à nous qu'on peut produire ce mouvement de décentrement ou de départ ou de voyage. Voilà, je vais m'arrêter là, mais c'était un point important dans la mesure où il y a finalement une très forte affinité entre le perspectivisme tel que j'essaie de le reconstruire et une importance donnée aux faits, à condition qu'on les laisse entre guillemets, mais au savoir empirique disponible à un moment donné. Voilà. Merci beaucoup, Antoine. Donc, je vais enchaîner aussi en présentant en quelques mots la question que j'aborde dans le volume, comme une sorte de teaser pour la lecture à venir, j'espère pour vous. Et donc, j'ai fait effectivement une contribution sur Leibniz que j'ai intitulée « Ouvrir les monades pour l'interrogation ». Retour sur ce qui fait perspective chez Leibniz. Et l'idée, elle n'était pas de parler que de Leibniz, mais de parler d'abord des lectures qui ont été faites de Leibniz, parce que Leibniz est parfois et souvent mentionné comme l'une des références focales pour les philosophies perspectivistes. C'est-à-dire qu'il y a des reconstructions de lignées généalogiques, et Deleuze met en scène en fait une telle généalogie dans le pli entre autres, où il fait remonter perspectivisme à Leibniz, à Nietzsche, ça passe à Whitehead, et puis après Whitehead, c'est Deleuze. Et donc Leibniz est un nom qui est souvent cité,
De fait, il utilise le vocabulaire et les concepts de perspective et de point de vue comme des éléments constitutifs de sa métaphysique, c'est-à-dire comme constitutifs d'une description des êtres. Et sans utiliser le terme de perspectivisme, comme on sait. Et ça, c'est le cas d'une image qui est assez célèbre, hein, c'est l'image du paragraphe 57 de l'Amnadologie, où il dit que, je vais vous la citer, j'ai pris la citation exacte, comme une même ville regardée de différents côtés paraît tout autre, et est comme multipliée perspectivement, il arrive de même que par la multitude infinie des substances simples, il y a comme autant de différents univers, qui ne sont pourtant que les perspectives d'un seul, selon les différents points de vue de chaque monade. C'est une citation, enfin c'est une phrase qui est souvent citée. Et en même temps, on pourrait croire qu'il y a une sorte de communauté un peu leibnizienne autour de la question du perspectivisme. Et en réalité, c'est un faux air de famille parce qu'aucun n'est leibnizien. Et ce sont voilà, différents travaux et puis différentes lectures qui m'ont amené à remarquer ceci. Ce qui les empêche d'être leibniziens, c'est qu'à chaque fois qu'ils font référence à Leibniz, ils lui adressent tous de manière systématique une critique, c'est d'avoir posé une condition de clôture, c'est-à-dire non seulement d'un côté d'avoir ouvert la question du perspectivisme, mais en même temps d'avoir affirmé, ça c'est l'article 8, le paragraphe 8 de l'Amnadologie, comme on le sait, c'est que les monades sont sans fenêtres par lesquelles quelque chose pourrait entrer ou sortir. Et donc, il y a cette idée qui est assez peu originale et qui va être reprise par beaucoup de gens et en dehors de la lignée que j'ai mentionnée, à savoir que Leibniz a eu, pour ainsi dire, l'idée de la perspective en métaphysique, donc l'idée de la perspective comme constitutive, et en même temps, il l'aurait refermée dans l'idée d'une clôture, d'une convergence. Et la condition de la clôture, alors vous pouvez lui donner différents noms, vous pouvez lui donner le nom d'harmonie préétablie, c'est-à-dire qu'en fait tout est prédéterminé, qu'il n'y a pas vraiment d'ouverture de perspective. Vous pouvez donner comme nom de clôture Dieu, tout simplement. Et il y a donc, c'est pour ça que j'ai pris ce titre-là, vous allez trouver chez tous ces auteurs l'idée, qui est très simple, c'est qu'il faut ouvrir les monades. Là où Leibniz a dit que les monades auraient été sans fenêtre, il faut ouvrir les monades. Et donc l'idée de ma contribution, c'était de revoir comment est-ce qu'on a lu Leibniz et voir ce qui a été manqué du perspectivisme leibnizien. Parce qu'en réalité, si vous commencez à dire, bon, de Leibniz, on va prendre l'idée que les êtres sont des perspectives, mais quand même, les monades, il ne faut pas rigoler, ça n'a aucun sens de dire qu'elles n'ont pas de fenêtre. Eh bien, déconstruire ainsi la pensée leibnizienne fait qu'on n'a pas compris ce qu'il a voulu dire sur la perspective. Et donc l'idée, c'était de donner quelques éléments pour peut-être, après c'est l'ambition que j'ai posée, hein, peut-être qu'on puisse le reprendre à nouveau frais, de voir qu'il y a peut-être des ressources sur la perspective qui n'ont pas été encore exploitées. Et donc j'ouvre cela à des travaux ultérieurs. Alors, d'un mot, ce qui m'a frappé, c'est que ce qui se passe à la fin du 19e siècle, disons qu'il y a des éditions scientifiques de Leibniz en France, par Boutroux, et puis après en Allemagne. Ces éditions scientifiques vont être suivies d'une tentative de commentaire un peu plus rigoureux de Leibniz dans ses fondements philosophiques. Alors, il faut prendre le contexte, c'est qu'au milieu du 19e siècle, il y a une critique à peu près unanime de la philosophie leibnizienne, censée être rendu caduque par le kantisme. Donc c'est ce contexte-là. Et ces éditions scientifiques vont amener deux lignes de réception de Leibniz très très similaires en France et en Allemagne. En France, avec la lignée qui part de Boutroux, qui va à Gabriel Tarde et qui va aller jusqu'à Deleuze, et vous mettez les intermédiaires que vous voulez entre les deux. Et puis en Allemagne, ça va être, alors la personne est moins connue, hein, c'est Edward Dillmann qui va reprendre la question 10 ans après Boutroux, donc on est à la fin du 19e, et ça va passer à la question à la question de la perspective chez Husserl d'abord et chez Heidegger. Et vous voyez, ce sont donc deux lignées qui sont très très différentes. Et tous, ils vont dire la même chose, il faut ouvrir les monades. Il y a un problème, il y a quelque chose qui bloque, comme une sorte de point d'inintelligibilité. Pourquoi est-ce que Leibniz aurait refusé quelque chose comme une interaction, la possibilité qu'un événement puisse surgir, qu'un événement puisse affecter, que quelque chose comme de la contingence qui ne soit pas prédéterminée ou rendue arrimée à une harmonie préétablie puisse arriver.
Et donc, il y a cette... ce que j'ai voulu regarder, c'est que, d'une certaine manière, ces auteurs sont très différents, et donc ont des reprises très différentes de la perspective, mais ils ont un point commun, c'est leur critique de la fermeture monadique. D'une certaine manière, il n'y a pas de famille leibnizienne, parce que, alors, un peu par provocation, je dis, il y a une ligue contre Leibniz, en fait. Il y a une ligue contre Leibniz et contre l'harmonie préétablie. Alors, je ne vais pas vous donner les citations, hein, vous verrez comment ces auteurs développent ceci. Alors, ce qui m'a intéressé, c'est qu'en fait, il y a une sorte d'imaginaire. Il y a une sorte d'imaginaire de la perspective, de ce que c'est qu'une perspective qui est en fait commun à tous ces auteurs, qui n'est pas, ça peut permettre l'imaginaire leibnizien, et ça rejoint ce que Antoine vient de dire ici. D'une certaine manière, le point commun est de dire que chez Leibniz, il y aurait quelque chose comme des perspectives, à savoir comme une multiplicité d'expressions d'un même objet qui serait donné. Donc il y aurait un exprimé et une variété d'exprimants. Un peu ce que disait Antoine quand il disait on va tourner autour du même objet. Et donc ce qui bloque d'une certaine manière, je comprends dans ces lectures-là, c'est qu'il y a une donne de départ. Il y a quelque chose qui est déjà prédonné. Et la seule chose qu'on peut faire, c'est simplement varier autour de cette donation-là. Cette idée-là. Et bien cette idée-là, elle n'est absolument pas leibnizienne. C'est-à-dire que l'idée qu'il y aurait une extériorité de l'exprimé et de l'exprimant, c'est le contraire de ce que Leibniz voulait dire, me semble-t-il. Et donc, je suis revenu sur un certain nombre de propositions dans cet article. J'ai essayé de faire retour à Leibniz pour montrer qu'il échappe à la critique qu'on lui a adressée. La critique qu'on lui a adressée, c'est de dire, c'est ce que j'ai appelé la lecture pénitentiaire. Donc, les monades, elles sont au fer, elles sont enfermées dans leur intériorité, impossible de sortir à l'extérieur. Tout était prédéterminé et tout se déroule comme dans un film que Dieu aurait déjà choisi. Et il me semble que cette image-là, elle est encore extrêmement populaire. Enfin, elle est encore très répandue. C'est encore l'image qu'on a de Leibniz, c'est encore l'image que l'on a en gros d'un Dieu créateur qui viendrait tout décider dès le départ. Alors pourquoi est-ce qu'il faut y revenir? Et donc c'est là qu'il y a un certain nombre de propositions que je fais. Je vais juste les énoncer, et puis voilà. Vous lirez le reste si ça vous intéresse. La première, c'est que le point de départ de Leibniz, pour comprendre l'harmonie préétablie comme condition de clôture, comme l'appelle Deleuze, c'est que l'harmonie, c'est simplement la contrainte de l'inséparabilité d'une âme et d'un corps. Ce qu'on appelle aujourd'hui l'encorporation, ce que j'appelle aussi l'encorporation. C'est l'encorporation. Il n'y a pas d'âme séparément d'un corps. C'est de cela dont il s'agit. Et cette donne-là, ça n'est pas un phénomène naturaliste, c'est une donne. C'est ça la donne de départ. Et c'est cette donne de départ qui fait qu'un certain nombre de contraintes vont s'exercer et sur ce qu'est un corps et sur ce qu'est la perspective qui émerge du corps. Alors là, c'est une citation littérale de Leibniz. Hein. Qu'est-ce qui fait la perspective? Qu'est-ce qui fait le point de vue? C'est le corps. C'est le corps qui fait le point de vue. Sauf que quand on prend un corps singulier, on prend tous les corps ensemble. Quand vous faites l'hypothèse, leibnizienne, évidemment, qu'il n'y a pas de vide. La continuité interdit qu'il y ait un vide de corps, et donc un corps est nécessairement en contact avec tous les corps de l'univers, et ce à l'infini. Et donc vous avez une proposition qui est importante, c'est que la donne d'un corps, c'est la donne d'un monde. Et donc la monade associée à un corps, c'est la monade qui enveloppe déjà en elle-même un monde par ce seul fait. Ça, c'est la première. Je vais très vite. Hein. En gros, c'est les deux sens de l'harmonie chez Leibniz. L'harmonie âme-corps et l'harmonie de tous les corps ensemble. Et ça, c'est important, c'est ça le point de départ. C'est-à-dire que si on commence à partir de Dieu, on a un Dieu qui est devant des tiroirs et qui choisirait un tiroir. Et qui verrait un monde ou un scénario se dérouler et qui choisirait un scénario sur les autres. Le point de départ, c'est le corps, et le corps associé à une âme. Et ça, c'est important pour un deuxième point, c'est que précisément, dans la grande scénographie des mondes possibles, eh bien, ces êtres qui sont définis par des puissances échappent à la volonté de Dieu. Ils ne sont pas le produit de l'arbitraire divin. Alors ça, c'est ce que la mythe s'appelle la région des idées ou l'entendement de Dieu. Qu'est-ce que c'est que l'entendement de Dieu? C'est le lieu où il y a une infinité d'êtres, corps, puissance, force, qui tendent en permanence à s'exprimer.
qui sont en confrontation perpétuelle avec d'autres êtres qui viennent les limiter, et qui définissent une infinité variété de scénarios possibles. J'ai envie de dire, si vous voulez, une image, tout se déroule en Dieu malgré Dieu. L'entendement de Dieu, on pourrait dire, c'est le lieu de la divergence infinie, et non pas le lieu de la clôture. Et donc vous avez cette idée-là fondamentale, selon laquelle, c'est ce que Leibniz, dans son langage mi-scolastique, mi-néologiste, il appelle l'existiturience. L'existiturience. Le fait de tendre à l'existence. Un être, c'est ce qui tend à l'existence, et tendant à l'existence est immédiatement entouré d'un halo d'êtres possibles. Qui le limite ou qui le limite pas. Donc là, ce qui est très important, c'est que dans la scénographie des mondes possibles, la constitution des possibles comme possibles échappe à la condition de clôture, échappe à Dieu. Ça, c'était le deuxième point. Et donc, il y aurait, à mon avis, beaucoup de choses à faire sur les séries divergentes dans l'entendement. Vous pouvez parler comme Deleuze, vous voyez bien le rapport. Et puis le troisième point, je vais très vite, j'espère que ce n'est pas trop obscur. Le troisième point, c'est finalement ce qui a beaucoup plu dans les reprises leibniziennes, me semble-t-il, c'est que précisément, en gros, il vient penser des perspectives au-delà de la seule perspective humaine. C'est-à-dire qu'il y a des perspectives, non seulement des perspectives de tous les êtres, jusque dans les moindres plis de la nature. Et donc, il pense une infinité, littéralement une infinité de sujets. Mais le point intéressant chez Leibniz, c'est qu'il faut penser le sujet non pas comme la puissance active, mais précisément comme une série de limitations. Le sujet, c'est la série des limitations qui résulte de cette grande confrontation de tous les êtres. Et ça, c'est une idée qui, alors par la contrebande, va passer chez Deleuze. Chez Deleuze, à savoir que le sujet, non pas comme puissance active, mais comme ce qui vient advenir, comme il le dit, au point de vue. Alors, dans la langue de Deleuze, alors c'est pas dans le pli, mais c'est dans un des cours, il y a une citation que j'aime bien, il dit finalement, le sujet est second par rapport au point de vue. C'est parce qu'il y a un point de vue, qu'il y a un sujet qui va pouvoir occuper le point de vue, pour prendre la métaphore. Et c'est pas parce qu'il y a un sujet d'abord qu'il y a un point de vue ensuite. C'est l'inverse. La citation que j'aime bien, je vous la donne, c'est dans le cours du 15 avril 80. Le sujet est second par rapport au point de vue. Eh bien, dire ça, ce n'est pas de la tarte. Voilà. Ça, c'est Deleuze qui commente. Alors voilà les trois points que je voulais souligner et qui permettent en fait de repenser les choses, à savoir que finalement, les substances, les monades ne viennent pas exprimer un monde qui est déjà donné, présupposé, établi, etc., mais viennent le constituer. D'accord ? Alors, il me semble que derrière tout cet imaginaire circulaire dont parlait Antoine, le fait de tourner autour d'un point de vue, il y a l'idée que finalement, c'est le modèle mathématique de la perspective qui a dû servir de modèle aux philosophes. C'est-à-dire les sections coniques des arcs. On prend un cône et puis on fait varier les sections de coupe et ça vous donne des êtres différents, un point, un cercle, une ellipse, une parabole, etc. Comme si on pouvait tourner ou faire varier les sections de coupe d'un même cône qui est déjà donné. Et bien, c'est cette idée-là qui n'est pas la leibnizienne. Alors, on peut comprendre peut-être comment est-ce que l'image de la ville multipliée perspectivement a pu, d'une certaine manière, orienter vers une lecture un peu en dehors, d'une certaine manière, des traces leibniziennes. C'est que, si vous voyez la citation de Leibniz, il dit finalement, il y a une sorte de ville qui est comme multipliée perspectivement par les êtres. Et donc, on a l'impression que la ville, elle est donnée. Et que les êtres viennent simplement se promener dans la ville. C'est la question du voyage. Et de voir des choses différentes. C'est pas ça qu'il faut comprendre. Il faut comprendre que les points de vue ou les monades constituent la ville elle-même. Et qu'il n'y a pas cette extériorité de l'exprimant et de l'exprimer. Et donc, il me semble, alors en donnant quelques citations chez
chez Leibniz, puis il y aura peut-être un moyen de reprendre cette idée de la perspective comme réellement, qu'est-ce que ça veut dire qu'une perspective est constitutive d'un être, pas simplement comme une manière de décrire le réel. Donc voilà la question que j'ai posée dans cet article. Et donc, je donne la parole maintenant à Thibaut, qui a à la fois contribué au collectif, qui doit circuler normalement, et qui va enchaîner directement sur qui a vu le fait. Ok, merci beaucoup. Je suis très content de revenir et de passer juste après votre présentation. Et donc, je n'ai pas parlé de Leibniz ni dans l'article, très peu dans le livre. Et pourtant, Leibniz, c'était vraiment une de mes auteurs à l'origine de ce travail et de la monadologie. Moi, j'étais très impressionné à travailler avec Arnaud de la toute première phrase de la monadologie, hein, qui est la monade dont je vais traiter ici entre dans les composés. C'est une des phrases qui restait avec moi, qui m'a beaucoup travaillé. Peut-être qu'on reviendra sur les raisons de ce niveau de termes liés à l'action. Alors, moi, dans la... ça va, je crois que ça va revenir là. Dans ce collectif-ci, j'ai présenté en fait un philosophe, un épistémologue, hein, américain, Ronald Geer, qui a un livre qui s'intitule Scientific Perspectivism. Et donc, on s'est dit tout ça dans un livre sur le perspectivisme, il y a un courant d'épistémologie anglo-saxon qui traite explicitement de perspectivisme. Donc, première chose que je me dis, allons voir ce qu'ils entendent par perspectivisme, pourquoi ils s'occupent, pourquoi ils reprennent ce concept. Et donc, Ronald Geer, d'ailleurs, va citer les auteurs dont on vient de parler, il va refaire la même généalogie dans une note de bas de page, Leibniz, Whitehead et Leibniz, Nietzsche, Whitehead, généalogie très courante, en disant, mais voilà, moi, je ne m'intéresse pas à l'histoire de cette notion, mais je la donne en note de bas de page. Et alors, ce qu'on lit, en fait, dans ce qu'il entend par perspectivisme, il donne des exemples, il donne en fait deux exemples qu'il travaille dans tout son livre. C'est d'une part, qu'est-ce qu'une couleur, et d'autre part, il analyse une image produite par le télescope Hubble. Et donc, il décrit, ce sont ces deux exemples paradigmatiques. Et donc, qu'est-ce qu'il dit quand il parle des couleurs? Il s'oppose un peu à des conceptions qu'il va appeler objectivistes des couleurs. Les couleurs existent indépendamment des percevants qui les observent, etc. Et donc, il va dire, mais on voit bien que tous les percevants ne perçoivent pas toutes les espèces, et même au sein même de l'espèce humaine, tout le monde ne perçoit pas les couleurs de la même façon. Ça lui semble difficile en fait de tenir cette idée d'une conception tout à fait objective des couleurs, et pourtant il refuse aussi l'idée d'un pur subjectivisme en disant mais très souvent les humains arrivent quand même à se mettre d'accord sur la couleur de tel ou tel objet. Et donc il va proposer, c'est là qu'il va défendre son idée de perspectivisme, que cette connaissance des couleurs, c'est une connaissance qui est en interaction entre des éléments du monde perçu et du sujet percevant. Donc, il va mettre en avant cet élément d'interaction. Et quand il passe aux images de Hubble, il va dire, en fait, il faut les analyser de la même façon. Et donc, il va dire, mais ces images ne prennent en compte qu'un certain nombre de rayons, de certaines longueurs, etc. Il va insister, en fait, sur tous les éléments qui font que ces images qu'on obtient en fin de compte sont des images partielles de l'univers qui est photographié. Donc il insiste sur cet élément-là, sur à la fois l'élément interactif, il y a un instrument de perception et que l'image aurait été différente si on avait d'autres éléments de perception, et sur le fait que cet instrument de perception est partial, qu'il ne prend pas en compte tout ce qui peut être perçu dans l'univers.
Et donc, on avait cette notion de perspective comme partialité, hein, qui n'est pas en tant que telle très, très difficile à accepter, mais qui me semblait en fait assez faible, surtout quand il le mettait dans une note de bas de page. Quand il mettait dans une note de bas de page le fait que les féministes, hein, c'est presque ce terme à lui, hein, les féministes noteront que ma proposition se rapproche énormément de celle du standpoint theory de Donna Haraway. Et donc, en fait, quand on entend juste tout à l'heure, quand on avait une des interprétations de Nietzsche, qui était cette interprétation qu'il faut multiplier les points de vue autour d'un objet, le perspectivisme de Geer s'approcherait un peu de cette lecture-là de la perspective. Il faudrait, si on veut avoir une meilleure connaissance de l'univers, simplement augmenter le nombre de télescopes avec d'autres instruments de mesure, etc. Donc, ce serait il y aurait l'objet qui reste indépendant des perspectives qui portent sur lui. Donc, je suis retourné voir un peu où on trouve des éléments de ce type-là chez Donna Haraway. Évidemment, c'est l'article auquel il fait référence, c'est l'article Les savoirs situés, hein, je pense, 1989. Et c'est un article dans lequel, en fait, Donna Haraway parlait des images qui m'intéressaient dans le cadre de ma thèse, hein, et qui parlait aussi, dans le même article, des images de télescopes. Et c'est comme ça, probablement, que Geer faisait une sorte de rapprochement. Et donc, qu'est-ce qu'elle dit? Et ça, c'est une des... elle va parler, donc, je citais, c'est ici, je vais citer Donna Haraway, c'est un passage que je trouve assez beau et assez fort de son article. Et donc, elle vient de présenter certaines images produites par des télescopes. Et dans le même paragraphe, elle a parlé de certaines images qui reproduisent le point de vue d'une mouche. Ce sont des images assez étonnantes, ces images qui reproduisent le point de vue d'une mouche. Et c'est aussi une image assez étonnante, ces images qui nous montrent des étoiles, des lumières, etc. Et puis, elle dit ceci. Toutes ces images, c'est tout petit ici, hein, toutes ces images du monde où ne devraient pas être des allégories d'une mobilité et d'une interchangeabilité infinie. Toutes ces images, que ce soit l'image qui montre le monde à travers les yeux d'une mouche ou les images du télescope, ne devraient pas être une allégorie d'une mobilité infinie et d'une interchangeabilité infinie, mais plutôt des allégories de l'élaboration de spécificités et de différences, ainsi que de soins affectueux avec lequel certaines personnes s'efforcent d'apprendre à voir fidèlement à partir du point de vue d'un autre, même quand cet autre est l'une de nos machines. Et donc ici, il y avait ce passage-ci où elle parle de ces images et il y a presque tout de suite une réticence en disant il ne faut surtout pas y voir des images qui nous parlent d'une mobilité infinie. Il serait très simple de multiplier les points de vue, hein, parce que c'est un peu l'idée simplement, on multiplierait les points de vue en tournant autour d'un objet. Il y a une sorte de simplicité dans ce jeu-là. Ou dans les images qui nous montrent le monde à travers d'autres perspectives, quand on voit ces images, ça semble des images toutes faites. Le geste qu'elle fait, et ça je pense que c'est un geste qui revient un peu à dire il faut rendre la perspective, il faut lui donner sa dimension active, c'est de dire mais regardons tout le soin qui a été apporté par des scientifiques qui se sont attelés à mettre au point ces télescopes qui ont travaillé, elle le définit pas beaucoup plus loin dans cet article-là, et qui ont travaillé avec notamment des mouches pour tenter de s'approcher de leur point de vue. Et donc,
elle partait de ces images qu'on pourrait lire simplement comme un hymne à cette multiplicité des points de vue. Et tout de suite, elle dit, mais ne le lisons pas de cette façon-là. Voyons plutôt tout ce que ces constructions de tout ce travail qui est nécessaire pour produire ce genre de décentrement. Et donc, évidemment, dans les savoirs situés, elle insiste sur la partialité de chaque point de vue, mais ce qui l'intéresse en particulier, c'est le travail qu'il faut faire pour rendre compte de ces partialités. Et dans ce travail, dans ce soin affectueux, pour reprendre ces termes, dans ce soin affectueux, il y a évidemment tout un ensemble de rencontres, mais aussi des problèmes de type politique, éthique qui se posent. Et donc, des questions qui n'apparaissent pas du tout dans le livre de Guy autour dans le chapitre sous Rebel, sont des questions qui probablement devraient apparaître si on en faisait une lecture avec Haraway, mais c'est des questions de savoir mais de quel matériel est fait ce télescope, où l'a-t-on construit, quelles usines, quels partis politiques aux États-Unis ont apporté ou accepté de payer ce télescope. Et donc, il y avait un énorme débat. En fait, il y a toute une histoire entre science et politique énorme autour de ces questions. Et ça montre en fait qu'il y a aussi tous des mondes qui se construisent au moment où on est en train de chercher à construire à se décentrer, à construire d'autres points de vue. Je pense que ça, c'est quelque chose qu'on pouvait... c'est un mouvement qu'on peut faire avec Donna Haraway. Donc, je faisais un peu l'idée, mais qu'est-ce qu'il faudrait faire pour transformer Ronald Gear en Donna Haraway, hein? Qu'est-ce qu'il faudrait faire qu'est-ce qui manquait? Parce qu'il y avait quelque chose. Et parce qu'en quelque sorte, elle ne dirait pas que c'est faux ce que Ronald Gear dit, mais il y a quelque chose de l'ordre de l'instantané, des images, des perspectives qui sont données de façon instantanée, que le philosophe analyse de façon instantanée, alors que chez Donna Haraway, en parlant de soins, en fait, elle nous pousse à les considérer comme des processus. Comment on les construit, qu'est-ce qui a mené à leur construction. Donc ça, c'était un peu l'article, comme j'ai essayé autour de ce débat-là, si on veut, j'ai essayé de mettre en avant des contrastes qu'on a déjà vus, en fait, notamment autour de Nietzsche. Et dans mon livre, je reprends d'ailleurs la citation de Nietzsche qu'on a eue, hein, plus on arrive à activer Dieu sur une même chose, plus objectif, entre guillemets, sera notre compréhension de cette chose. Et je me suis intéressé, en effet, à plusieurs interprétations et plusieurs traductions, en fait, de cette phrase. Je ne l'ai pas en allemand directement ici, mais il y a des traductions où on va parler de plus on a de dieux différents. On va même très souvent enlever le terme Dieu. Hogue, en allemand, c'est clairement un terme corporel. On va l'effacer, on va dire plus on a de regard sur une chose, plus objectif sera notre connaissance. Mais dans ce genre de traduction, je pense qu'il y a deux problèmes. C'est qu'on enlève l'aspect corporel de Dieu, qu'on efface tout ce côté-là. Regard, c'est un peu plus abstrait. Et puis, il y a cette idée quand même qui est assez claire en allemand, il faudrait retrouver les paroles einsetzen, c'était le verbe qui était utilisé. Donc, il fallait arriver à activer, à mettre en marche les yeux. Donc, il y avait quand même quelque chose dans la citation, quelque chose de très actif qui n'est pas rendu compte très souvent dans les traductions et qui me paraissait de nouveau un élément important pour analyser les images que j'ai analysées. Et quoi que les images, en fait, c'est une image que j'ai découverte au moment où j'étais en train de travailler. Probablement que je ne m'y serais pas intéressé de la même façon si je n'avais pas travaillé Leibniz à ce moment-là. Donc, j'avais cette phrase, les monades entrent dans les composés. Donc, si on lit un peu plus loin, on peut faire une traduction
certainement imprécises, mais ça revient à quelque chose de l'ordre de l'idée que les perspectives entrent, pénètrent, s'insèrent dans les corps. Hein, et donc, il y a cette idée-là qui m'avait assez frappé, parce que ça peut signifier que les perspectives entrent dans des corps. C'est un peu la question que je m'étais posée dans mon mémoire avec Arnaud, avec Benoît Timmermans. Au moment où je faisais ce mémoire-là, j'étais tombé sur une étude de biologistes qui se posait une question, mais j'ai d'abord vu l'image avant de voir la question qui se posait, hein, mais qui se posait une question sur quelle est la fonction des zébrures, pourquoi les zèbres ont-ils des zébrures. Et l'image qui accompagnait, donc l'image qu'on voit en premier quand on découvre leur article, c'était une image où on voyait un même zèbre dans une même plaine, photographié 4 fois au même moment, et il était marqué dans un petit point Human View, Zebra's View, Hyena's View, Lion's View. Ici, il y avait comme une sorte de présentation comme ça. Ce sont des images, donc, c'est le genre d'image qui avait également frappé Donna Haraway quand je parlais de ce monde vu par une mouche. Et après, ce qui m'intéressait et qui me faisait rappeler la phrase, donc il y avait déjà cette notion de perspective très présente, parce qu'ils vont se dire, mais si on veut poser cette question-là, hein, il faut se poser la question de comment ces zèbres sont vus par des animaux, des espèces qui coévoluent et qui cohabitent avec les zèbres. Hein, il ne faut pas poser cette question-là depuis le point de vue humain. Donc, il y avait une question de la perspective qui travaillait, ces biologistes. Hein, donc, il y avait tout ce travail autour de ces images. Et puis, en fin de compte, il y avait quand même, il faudrait rentrer dans les thèses, mais on retrouvait en fait cette idée que les perspectives des espèces compagnes, des espèces qui coévoluent, etc., produisent des corps. Simplement que ce n'était pas les lions et les hyènes qui produisaient qui participaient en tout cas à la production des zébrures, mais c'était, on le découvre plus loin, en tout cas dans mon livre et dans l'histoire de la biologie également, des défenses contre les mouches. Hein, mais donc la façon dont les mouches perçoivent le monde, hein, a pénétré ce corps très singulier du zèbre. Donc ça, c'est une histoire que je raconte, mais je raconte aussi, donc, autour de ces images, ce que je fais en fait, c'est reprendre la phrase d'Haraway, hein, qui nous disait, mais il ne faut pas voir ces images, ces 4 images, comme une allégorie d'une infinité ou d'une mobilité infinie et d'une interchangeabilité infinie. C'est pas qu'on peut multiplier comme on veut les points de vue. J'ai voulu au contraire montrer à quel point cette image a été produite avec beaucoup de soin dans un contexte très particulier. Donc, re-rentrer, c'est la première partie, dans l'histoire des études sur le camouflage, en particulier de l'étude sur le camouflage comme hypothèse pour les zébrures des zèbres. On revoit, il y avait déjà eu des tentatives antérieures d'étudier ou de prendre en compte les perspectives qui portaient sur les zèbres pour poser cette question-là. Et puis, il y a tout le travail aussi, mais comment s'y sont-ils pris, ces scientifiques, pour produire ces images. Et donc, là, on rentre déjà des problèmes concrets. On ne fait pas rentrer les lions et les hyènes en laboratoire. Hein, donc, il y a eu des observations de comportement des hyènes et des lions. Par contre, la plupart des expériences vont être faites sur des félins les plus proches, hein, qui sont les chats, avec lesquels on cohabite. Hein. Donc, il y a aussi des questions. On connaît les êtres, évidemment, en fonction de notre accès à ces êtres. Donc, quel type d'expérience ils vont faire, un ensemble de tests que je présente un peu comme sous forme de jeu, en fait, que j'essaye de mettre en avant pour montrer que la question de la perspective, de nouveau, est un ensemble d'actions, de mise de dispositifs, etc. En tout cas, que la perspective contraint à la production, à l'invention
d'un très grand nombre de perspectives. Et donc, de nouveau, il y avait cette idée que la construction, le décentrement, le travail de décentrement est aussi un travail qui modifie le monde, pas simplement après tout, mais au moment même où on est en train de le produire. Voilà un peu. Après, évidemment, une fois que j'ai présenté une image, je rentre dans toute une histoire d'autres images de ce type-là, que j'appelle des images perspectivistes, hein. Certaines qui leur ressemblent très fort en biologie. On va voir des araignées qu'on va regarder à travers d'autres points de vue, souvent aussi dans des études de type, dans ce cas-là, de type attractivité, hein, comment les araignées, certaines araignées attirent leur proie en se parant de certaines couleurs, etc. Mais ça ne se voit pas pour les yeux humains, notamment parce que ça se fait avec des rayons, des couleurs UV. On avait donc dans le champ de la biologie un très grand nombre d'images, un très grand nombre, je ne suis pas sûr, un très grand nombre. J'en ai trouvé un certain nombre, en tout cas, pas non plus tout à fait inédit. Après, on en trouve aussi, et souvent on le fait remonter ce type d'image-là, en tout cas à ce niveau-là. Les plus connus, probablement, sont celles qu'on trouve un éthologue qui avait produit dans son livre des images où on voyait une même chambre, par exemple, à travers les yeux d'un chien, d'une mouche, ou un village vu par un humain, un chien et un mollusque. Hein. Et donc, de nouveau, là, elle rentrait, mais pourquoi il a voulu produire ça? Et en fait, à ce moment-là, on se rend compte que le travail, l'objectif était assez différent. Et je me suis posé une question aussi, c'est pourquoi Deleuze, qui s'était intéressé énormément aux images, au cinéma, à ce genre de technique, et qui s'est également intéressé pas mal à Uxküll, à l'éthologie, pourquoi il est passé à côté. En fait, moi-même, quand j'ai lu les premières fois que j'avais lu Uxküll, j'avais passé ces pages-là. Hein, et j'ai dû me rappeler, ça a pris du temps avant de faire tilt qu'il y avait déjà ce genre d'image chez Uxküll et retourner dans ce travail. On passe au-dessus de ces images. Hein, et c'est voilà, des questions qui me semblent aussi intéressantes. Pourquoi Deleuze ne s'y est pas attardé? Voilà, je crois que c'est toujours difficile de présenter un livre. J'essaie de présenter tout le temps un petit peu le début. Et ça va, mais disons, dans cette présentation, comme je suis parti quand même de ce débat-là que je présente presque pas dans mon livre autour de Ronald-Gir et Narawe, j'ai pu rentrer tout de suite plus vite dans les questions qui m'intéressaient autour de ces images. Voilà. Merci beaucoup. Eh bien, écoutez, je déclare la discussion